Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On évoque les grands points donc, du programme d'Emmanuel Macron. On est avec Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, avec Karim Zerebi, consultant CNews, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro, et Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinion Noël, l'Institut de sondage. Emmanuel Macron veut faire de la France une nation plus indépendante à la lumière à la fois de la pandémie mais aussi de la guerre en Ukraine. Pour cela, il faut pouvoir se défendre face aux crises et augmenter le budget des armées. Écoutez ce qu'il a dit. Avec des mots assez inquiétants, il faut pouvoir affronter une guerre de haute intensité si elle survenait sur notre continent. Écoutez ce qu'il propose. Nous avons commencé à redévelopper cet esprit avec l'idée du service national universel que nous avons expérimenté puis monté en capacité, 50 000 pour cette année. Je souhaite que nous puissions continuer l'effort pour le généraliser. C'est un des éléments de la refondation du pacte si essentiel entre nos armées et la nation. Et donc nous devons sur ce sujet aussi, indépendamment de ce que nous faisons pour les armées et pour nos capacités, repenser ce pacte et, dans un pays qui a choisi depuis maintenant 25 ans l'armée de métier, réfléchir à comment nous arrivons à renforcer, redonner de la vitalité à ce pacte. La généralisation du service national universel, l'augmentation des réservistes qui seront doublés pour nos militaires. Alexandre Devecchio, là, il y a un effort sur les armées qui va se poursuivre et qui va s'amplifier. C'est les leçons de la guerre. Oui, et c'est vraiment une leçon pour Emmanuel Macron, parce qu'on peut rappeler qu'il avait commencé son quinquennat avec une crise avec le chef d'état-major des armées qui expliquait que les armées étaient à l'os. Donc peut-être qu'il aurait dû l'écouter. Et donc ça, on voit qu'Emmanuel Macron a changé malgré tout en 5 ans. Il reste globalement même, c'est un gestionnaire, un techno, un expert. On l'a vu là, hein, c'est pas du tout, il n'a pas du tout déployé de vision. Il y a 5 ans d'ailleurs, il avait un peu plus de vision, une vision de start-up nation, d'objectifs de nouveau monde globalisé. Il habillait cette technocratie, voilà, en étant le dernier héros de la mondialisation heureuse. On voit que cette période est révolue. Il a été un peu rattrapé par le tragique de l'histoire, mais du coup, ça fait un personnage qui est peut-être encore plus froid que ce qui était. Comme je disais, il y avait une espèce d'habillage vers une vision qui n'était pas la mienne, mais d'une souveraineté européenne, d'un dépassement des nations. On voit que les nations sont de retour, qu'il faut se défendre, qu'il y a des objectifs lourds, mais du coup, je trouve qu'Emmanuel Macron les incarne pas vraiment et est pris à contre-pied par rapport à tout ce qu'il était et tout ce qu'il était censé incarner. Eugénie Bastier. Oui, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on voit, c'est l'extraordinaire plasticité idéologique d'Emmanuel Macron, mais à la limite, on peut dire, après tout, un homme de pouvoir, un homme d'État, c'est quelqu'un qui s'est évolué au gré des circonstances, mais c'est vrai qu'il a évolué sur un certain nombre de sujets majeurs. Au moins 4, selon moi. Il y a quand même le nucléaire, où effectivement il a fait un volte-face complet sur la question des centrales nucléaires, en reprenant d'ailleurs les idées de la droite là-dessus. Sur la défense, on vient le dire. Sur la laïcité, où il avait une vision multiculturaliste très naïve. D'ailleurs, il a un peu évacué le sujet dans cette conférence de presse en disant « j'ai déjà tout dit lors des discours de Muro ». Il a renvoyé à ses œuvres passées, précédentes, mais c'est vrai qu'il a fait un virage pour le coup à 180 degrés sur la question de la laïcité, puisqu'il avait une vision très multiculturaliste anglo-saxonne et qui maintenant il a une vision plus républicaine, de laïcité plus exigeante, plus intransigeante. Et enfin, il y a un sujet où il a changé d'avis aussi, c'est la question de la dette et du déficit, où il avait une ambition en 2017 de contrôler les déficits publics, qui est inexistante aujourd'hui, puisqu'il chiffre son budget à peu près 50 milliards, je crois, par an, avec aucun objectif de réduction ou de maîtrise de la dette quelconque, ce qui laisse effectivement un espace à la droite pour s'emparer de ce sujet, qui est un des derniers angles sur lequel elle peut critiquer Emmanuel Macron. Karim Zerebi, n'empêche que sur la question des armées, qui évidemment devient centrale et cruciale, objectif 50 milliards en 2025, investir dans les technologies de pointe et faire une armée complète. Donc capable de nous défendre par rapport à n'importe quel type de guerre qui se produirait sur le continent européen. Ça résonne quand même de façon très forte à nos oreilles. On est au cœur de l'actualité. Donc le président ne peut pas évacuer ce sujet. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'on lui fait un reproche dans ce que je viens d'entendre qui est quand même un peu injuste.
Donc c'est 2% du PIB aujourd'hui, l'investissement dans la défense, et c'est le président de la République qui a le plus investi dans nos armées. On était à 32 milliards de budget en 2017, on est à 40. Donc on a quand même 8 milliards, un peu plus même, on est à 40 passés, et il porte une ambition à 50, parce qu'effectivement, il sent bien Emmanuel Macron que tout autour de nous, au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui vont se doter d'un potentiel militaire. On pense à l'Allemagne, évidemment, hein, donc c'est un inversement de l'histoire. 2% du PIB, c'est 100 milliards du côté des Allemands qui vont être investis, et donc il faut qu'on poursuive, nous, cette dynamique pour étoffer nos armées, pour prévenir, pour se protéger, et ce sujet de protéger les Français, de protéger la nation, plus que jamais, il est au cœur de l'actualité. Donc le président veut en faire un élément de dynamique de son programme. Il parle de nation, donc une nation souveraine et pour une Europe forte. Donc il essaie de pas dissocier la nation de l'Union européenne, pour envoyer un peu dans les cordes ceux qui se qualifient de souverainistes et les autres qu'on qualifie d'européistes un peu béats. Donc il essaie de marcher sur ces deux jambes, et je trouve que c'est pas tant un changement que ça, parce que encore une fois, depuis 2017, je viens de démontrer qu'il a investi dans la défense nationale. Il n'a pas fait que renvoyer à la défense européenne ce sujet. Il a investi, c'est du concret, et c'est pas sur tous les sujets qu'on peut rendre gré à Emmanuel Macron d'avoir investi. Si on parlait des places de prison, on y viendra peut-être. Là, on sait que le compte n'y est pas. En matière de défense, le président de la République a fait un effort que François Hollande et Nicolas Sarkozy n'avaient pas fait. Alors, pardon, Frédéric Michaud, la question du service militaire, il l'a abordé sans l'aborder, hein, en disant, voilà, on a le service national universel, mais il faut le repenser, ce pacte, après 25 ans d'armée de métier. Elle est sensible, la question du service militaire, dans l'opinion des Français ou pas ? Alors c'est un point qui est très intéressant et qui est peut-être à relier aussi avec sa volonté de reconstruire un pacte républicain. On voit qu'il depuis plusieurs années, il y a des analyses autour de ça. D'ailleurs, pendant tout le quinquennat, il y a eu des tentatives à travers le service civique, le service universel. Voilà, une nouvelle forme de permettre une nouvelle forme d'engagement pour les citoyens, pour reconstituer une forme de cohésion nationale. C'est aussi un des inconvénients de la réforme de Jacques Chirac au début de son septennat en 95-96, dont on a mesuré évidemment les effets négatifs. Donc là, il y a sans doute la volonté depuis plusieurs années de réparer tout ça et en tout cas de chercher des solutions pour renforcer cette cohésion nationale, et ça rencontre une attente assez forte chez les plus jeunes, hein, chez les 16-25 ans. Quand on fait des études, on en a fait beaucoup sur cette question-là. Il y a une volonté d'engagement au service de la société et de contribution de la nation, y compris sur un temps relativement long. Alexandre Devecchio, ça vous surprend ? Non, je pense que pour rebondir sur ce qui a été dit, je continue à dire qu'il y a un virage, mais effectivement, il y a un virage qui est lié aux événements. Il y a un triple virage lié à 3 événements majeurs qui sont venus percuter son quinquennat et percuter ses illusions et surtout ce en quoi il avait construit finalement sa carrière. Il y a d'abord eu la crise des Gilets jaunes, vous vous souvenez, donc c'est pour ça qu'il parle, je crois, de souveraineté populaire, parce qu'il a compris qu'il y avait une partie de la population qui ne se sentait pas représentée. Il y a eu ensuite effectivement la crise du Covid qui lui a fait revoir complètement son logiciel effectivement économique. C'était fini l'orthodoxie budgétaire, il est passé au quoi qu'il en coûte, et ensuite il y a eu effectivement cette guerre qui lui fait revenir à l'idée de nation forte. On va voir ce qu'il en est. C'est difficile parfois d'incarner ce qu'on n'est pas profondément. On va voir s'il arrive à se hisser à la hauteur des événements. Alors, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Je passe la parole à Eugénie Bastier. On reviendra sur d'autres mesures proposées par Emmanuel Macron dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite, juste après une petite pause.